chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat vous en adjure. Ne vous souciez pas des noms ni des formules. Une seule chose compte, le salut de la patrie. Fin janvier 1943, une conférence est convoquée au Maroc, à Anfa, dans les environs de Casablanca, réunissant Roosevelt, Churchill, le général Giraud et De Gaulle. Les Américains entourent le président Roosevelt d'un dispositif de sécurité impressionnant et, avant même l'arrivée de Gaulle, attribuent au général Giraud le rôle d'interlocuteur privilégié. Atterrissant à Casablanca le 22 janvier, le général est accueilli par des personnalités de second plan. Aucune troupe pour rendre les honneurs et le drapeau américain flottant sur un terrain d'aviation situé en territoire français. Mon général, je vous souhaite la bienvenue au Maroc au nom du président des États-Unis. Général, la France est chez elle au Maroc et s'enorgueillit d'accueillir sur son territoire le président des États-Unis. Vous souvenez-vous, mon général, que nous avons été autrefois camarades à l'école de guerre en 1922? William Wilbur. Je m'en souviens parfaitement. Alors comme ça, Wilbur, vous voilà de retour en France. Vous y plaisez-vous? Et vous, monsieur, au nom de qui me souhaitez-vous la bienvenue chez moi? Général, monsieur Churchill m'a chargé de vous transmettre ses meilleures salutations. Je l'en remercie. Et je me réjouis de pouvoir rendre au peuple britannique un peu de la généreuse hospitalité qu'il m'accorde depuis 3 ans. Colonel de Linares, mes respects, mon général. Le général Giraud serait heureux de vous recevoir pour déjeuner à sa résidence, en compagnie de ces messieurs, naturellement. C'est fort aimable de sa part, mais dites-moi, colonel, manque-t-on à ce point de tissu au Maroc qu'il ait fallu récupérer le blanc, le rouge et le bleu de notre drapeau pour en faire un drapeau américain? Les circonstances, mon général... Eh oui, ces tristes circonstances qui font suite aux douloureux événements, eux-mêmes issus d'un fâcheux hasard et d'une malheureuse conjoncture. Je sais, Linares, je sais. Pas de drapeau français, pas de soldats venus rendre les honneurs. Maudite circonstance. Bonjour, Gaulle. Mes respects, mon général. Messieurs, pendant que ces messieurs font connaissance, nous pourrions nous retirer un instant et procéder à un premier échange de vues. Qu'en pensez-vous, Gaulle? Je suis à votre disposition, mon général. Après vous, Gaulle. Pardonnez-moi, mon général, mais j'aimerais savoir une fois pour toutes comment vous m'appelez. Comment je vous appelle? Mais parbleu, je vous appelle Gaulle. Gaulle. L'usage que je sache est de dire La Rochefoucauld ou Bourbon-Parme, et non point de La Rochefoucauld ou de Bourbon-Parme. Sans doute, mon général, mais vous savez, ma famille est de bien petite noblesse et à tout prendre, je préfère que vous m'appeliez de Gaulle, puisqu'aussi bien c'est mon nom. Que diriez-vous, mon général, si je vous appelais Rau? Je n'aimerais pas du tout cela. Au fait, pourquoi Rau? Décidément que vous n'avez pas les idées de tout le monde, de Gaulle.
En tout cas, pas les vôtres, mon général. Comment? Je vous ai proposé 4 fois de nous voir, et c'est dans cette enceinte, gardée par des soldats étrangers, quasiment captifs, qu'il me faut vous rencontrer? Que voulez-vous? Je n'ai pas pu faire autrement. Voilà. Et puis De Gaulle, c'est la guerre. Nous avons été vaincus, n'oubliez pas. Alors maintenant, il faut songer à sortir de la panade coûte que coûte. J'y songe, mon général. J'y songe depuis juin 40. Oui, je vous aurais bien rejoint alors, mais... Voilà, je n'étais pas libre. Ayant été fait prisonnier au début des opérations, le 19 mai, 25 mois de captivité. Vous avez entendu parler de mon évasion? Je vous raconterai. Oui, c'est assez... assez poilant. Allons, De Gaulle. Nous sommes soldats l'un et l'autre. Et en tant que soldats, nous trouvons toujours le moyen de nous entendre. Non. Voyez-vous, moi je ne fais pas de politique. Je n'écoute jamais personne qui prétende m'exposer une opinion, une théorie. Je ne lis aucun journal, je n'ouvre jamais la radio. Alors, vous voyez bien, il n'est pas difficile d'être d'accord avec moi puisque je le suis avec tout le monde. Y compris avec le maréchal Pétain. Pétain a évité le pire. Voilà mon opinion. Il a épargné à la France des souffrances inutiles. Il a composé habilement avec l'ennemi sans jamais faillir à l'honneur. La bourrasque passée, les passions apaisées, le pays lui en sera reconnaissant. Je vous en fiche mon billet. Le reste, c'est de la politique que je vous l'ai dit, je ne fais pas de politique. Si je vous comprends bien, mon général, votre fidélité au maréchal, fidélité dont je n'approuve, est-il besoin de le préciser? Ni les attendus, ni les conséquences ne vous détournent pas du combat pour la libération de notre pays. Mais voyons, De Gaulle, ça, c'est pas de la politique. Nous délogerons les boches de la France et de l'Empire avec le soutien de nos alliés américains en qui j'ai toute confiance. D'ailleurs, la question de Pétain, j'ai été bien aise de le constater, tout à fait secondaire aux yeux de M. Roosevelt. Je dirais même qu'il demande qu'à s'entendre avec le maréchal. Il m'avait semblé comprendre cela, en effet. Somme toute, que proposez-vous, mon général? Eh bien, voyez-vous, je pense à une sorte de triumvirat. Oui, quelque chose dans ce goût-là. Je serai premier consul, vous second. Naturellement, il conviendrait de vous nommer général d'armée pour qu'il y ait équivalence, n'est-ce pas? Quid du 3e consul? M. Churchill semble tenir à son VMI, le général George. Ma foi, pourquoi pas? Si ça peut lui faire plaisir, je ne vois pas d'inconvénient. Quant au président Roosevelt, il est tout à fait enchanté par cette formule. D'autant plus enchanté qu'il en a eu l'idée. C'est exact, mais qu'importe. Si je demande l'heure à M. Roosevelt et qu'il me dit qu'il est midi, je ne vais tout de même pas le contester sous prétexte que c'est lui qui l'affirme. Et le peuple dans tout cela? Le peuple? Quel peuple? Bonaparte, premier consul, avait l'approbation, pour ainsi dire, unanime du peuple. Il avait remporté de grandes victoires, conquis de vastes provinces. J'espère de toute mon âme que vous en ferez autant dans l'avenir, mon général. Mais pour l'instant, quels sont vos triomphes? D'où tiendrez-vous cette adhésion populaire sans laquelle il n'est pas de gouvernement qui vaille? Je vous vois venir, De Gaulle. Vous cherchez à m'entraîner sur le terrain politique, mais vous ne m'aurez pas. Je ne fais pas de politique. Combien de fois faudra-t-il vous le dire? Pas de politique. Si vous m'obstaclez, je vous liquiderai, De Gaulle. Eh bien, soit. Je disparaîtrai. Mais au moins le ferai-je dans l'honneur. When you meet Mr. Roosevelt tomorrow, you will see that he and I are in total agreement over this question. Monsieur Churchill dit que vous rencontrerez demain Monsieur Roosevelt et que vous pourrez constater que sur cette question, il existe une certaine identité de vue entre lui-même et le président des États-Unis. Ah, une certaine identité de vue. Total agreement. Une solidarité, une complète solidarité. Dites à Monsieur Churchill que j'ai la plus haute considération pour lui-même et pour Monsieur Roosevelt, mais que je ne leur reconnais aucune sorte de qualité pour procéder à des nominations dans l'Empire français. C'est une affaire très grave, et qui remet en question la coopération entre la France et ses alliés anglo-américains. Entre le général de Gaulle et ses alliés anglo-américains. I am France. Non! Vous dites que vous êtes la France? Vous n'êtes pas la France! Je ne vous reconnaîtrai pas comme la France! Si je ne suis pas la France, pourquoi discutez-vous avec moi? If I'm not France, why are you arguing with me? In politics, one has to give the general public drama.
Le lendemain, l'entretien entre De Gaulle et le président Roosevelt se déroula dans une atmosphère de cordialité factice, le président américain s'adressant au général français avec cette prudence bienveillante qu'on réserve généralement aux jeunes enfants ou aux personnes mentalement fragiles. La nouvelle de votre rencontre avec le général Giraud, au sein d'une conférence où je me trouve, ainsi que Churchill, produirait tout son effet dramatique s'il était accompagné d'un communiqué commun des chefs français. Il y aura un communiqué, Monsieur le Président, je vous en donne ma parole. Mais ce communiqué ne saurait être le vôtre. Of course, de Gaulle. I understand that you won't wish to write your own speech. Selon le témoignage d'un proche conseiller de Roosevelt, la méfiance des Américains envers De Gaulle était telle qu'ils avaient pris la précaution de disposer des hommes en armes tout autour du salon, redoutant apparemment que le Français, dans un geste de folie meurtrière, ne se jetât sur leur président. Would you at least be willing to be photographed next to the British Prime Minister and myself, with General Giraud? Accepteriez-vous tout au moins d'être photographié à mes côtés et aux côtés du Premier ministre britannique, en même temps que le général Giraud? Bien volontiers, j'ai beaucoup d'estime pour ce grand soldat. Of course, I have a lot of great esteem for this great soldier. Would you be willing to shake General Giraud's hand in our presence, in front of the camera? Iriez-vous jusqu'à serrer la main du général Giraud en notre présence et devant l'objectif? I shall do that for you. How could you ever say that you do not speak English? On expédia d'Alger par avion une cohorte de journalistes, de photographes et de caméramens. On installa 4 fauteuils dans le jardin et la comédie débuta. Churchill, dans ses mémoires, écrit qu'on ne peut regarder sans rire les images qui fixent cet événement, même en le replaçant dans le cadre de cette époque tragique. Roosevelt aux anges, Churchill grognon, De Gaulle affichant un ennui étudié, Giraud ayant l'air de dire « Ne vous dérangez pas pour moi, je ne fais que passer ». Oui, ces images prêtent à rire, à moins qu'elles ne suscitent la perplexité et la gêne. Que voulez-vous? Roosevelt était convaincu que la France était durablement passée au rang de puissance secondaire. Dès lors, pourquoi se préoccuper de l'opinion des Français? Une nation, leur histoire, leurs frontières, ils s'en souciaient comme d'une guigne. Il y avait beaucoup plus de différence à ses yeux entre le Maryland et le Wisconsin qu'entre la France et l'Allemagne. Vous savez, Roosevelt avait de grands projets pour l'Europe. Tailler dans les États, les rabouter à sa façon ne l'aurait pas gêné un instant, si nous l'avions laissé faire. Par exemple, je sais de façon certaine qu'il envisageait la création d'un pays de son invention, baptisé la Wallonie, constitué par la Belgique francophone, le Luxembourg, l'Alsace-Lorraine, et un gros bout, du nord de la France. Voilà pourquoi il a si longtemps refusé de me reconnaître. Car s'il l'avait fait, c'est bel et bien la France qui l'aurait reconnu. Et cela n'entrait pas dans ses buts. Oh, mais pas du tout.